Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Mon Dieu, je crois qu'il est inconscient. Brian, s'il te plaît, appelle les secours immédiatement. Ce mec ne répond pas du tout. Je crois qu'il est mort. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui disparaissent tragiquement à travers le monde. Environ 50 000 en France, 170 000 entre l'Irlande et le Royaume-Uni, plus de 600 000 aux États-Unis et un peu plus de 80 000 au Japon. Parmi eux, des personnes vulnérables, des crimes odieux et des enlèvements qui laisseront des familles meurtries pendant des années. Mais dans tout cela, qu'en est-il des personnes qui choisissent de disparaître volontairement? Le 12 juin 2009 à 16h, un homme arrive au terminal de bus de Derry en Irlande, demandant très clairement à se rendre à Sligo. Après un périple en bus, il se présente à l'hôtel de Sligo City, sans réservation et s'enregistrant sous le nom de Peter Bergman, tout en payant en cash le montant de 65 € la nuit. Jusqu'ici, tout va bien. Une simple réservation d'hôtel dans une petite bourgade qui avoisine les 20 000 habitants. On lui a demandé son nom, son adresse, mais on ne lui a pas demandé ses papiers d'identité, ce qui j'avoue est très peu commun pour une réservation d'hôtel. Peter Bergman, Einstedterstone 15 4472 Wien pour Vienne et Einstedterstone pour sans doute le quartier. C'est tout ce qu'obtiendra l'hôtel, une adresse prononcée avec un accent allemand ou peut-être autrichien. Ce qui bloque, c'est cette adresse, destinée à Vienne. Les codes postaux de la région s'arrêtent à 1901, alors 4472, tout est bidon, tout comme le nom de la rue d'ailleurs. Pendant ses jours de présence à l'hôtel, il fait partie de ces visages que le personnel voit à 8h30 pétantes en bas à l'accueil pour le petit déjeuner avant de rentrer dans sa chambre. Même chose pour ses départs de l'hôtel, il est toujours très poli avant de partir en ville et salue le comptoir, toujours accompagné d'un mystérieux sac violet. Tout comme cette journée du samedi 13 juin 2009, il prend la direction de la poste locale avec son sac en Irlande. Il achète l'équivalent de 82 centimes de timbres divers, dont des envois internationaux. Des lettres qui montrent une certaine correspondance avec un ou plusieurs destinataires, peut-être à Vienne, peut-être en Allemagne ou quelque part dans le monde, mais elles ont forcément un destinataire. Leur date d'envoi, leur destination et leur contenu restent aujourd'hui un mystère. L'hôtel de Sligo City se souvient néanmoins d'une interaction plutôt étrange avec Peter Bergman un matin. Lorsque le personnel de nettoyage est dépêché pour nettoyer les chambres, impossible de joindre Peter lorsqu'on toque à sa porte. Quelqu'un de l'accueil est envoyé pour toquer à nouveau et finalement ouvrir la porte s'il est absent et nettoyer les chambres. Et là, surprise, Peter Bergman est bien à l'intérieur, choqué, effrayé, comme pris sur le fait, puis finalement soulagé de voir un visage familier. C'est comme s'il s'attendait à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ce jour-là. Bizarre. Les journées continuent pour Peter, entre petit déjeuner et aller-retour en ville avec son sac violet. Mais ce jour-là, le 14 juin 2009, il lui prend l'envie d'aller se baigner. Il demande alors à un chauffeur de taxi local un endroit calme et désigne sur la carte Strand Hill. Le chauffeur lui dit que ce lieu est mieux pour surfer que se baigner. Il recommande alors Rose Point. Le chauffeur conduit donc Peter sur les lieux, mais une fois arrivé, il jette un œil dehors, satisfait, puis remonte dans le taxi. Dans tous les cas, il ne se baignera pas aujourd'hui. Il repart avec le taxi direction Sligo, qui le déposera lui-même à un arrêt de bus en ville pour qu'il aille vaguer à ses occupations. Jusqu'ici, tout va bien, nous suivons une personne de la soixantaine dans le meilleur des mondes, entre hôtel et sortie, mais vous vous doutez bien que cette vidéo ne sortirait pas sans sa dose de mystère. Le lundi 15 juin 2009, le séjour semble toucher à sa fin. Peter Bergman demande gracieusement un late check-out pour lui permettre de quitter l'hôtel plus tard, lui permettant sans doute d'attendre un transport tranquillement dans la journée. Peut-être en direction de son point de départ, Derry en Irlande, ou peut-être un retour prévu à Vienne, mais pas du tout. Il semble avoir des courses à faire, du moins c'est ce qu'il dit au personnel. Des courses qui concernent sans doute à nouveau ses lettres à envoyer et le contenu de ce mystérieux sac violet. À 13h pétante, Peter Bergman quitte l'hôtel avec 3 sacs sous le bras. Une sacoche d'ordinateur, un grand sac noir typé sac de sport et ce fameux sac violet. Il prend la direction du dépôt de bus, mais la surprise, sur les caméras de surveillance, il n'a plus que 2 sacs sous le bras. C'est maintenant sûr et certain, il semble que Peter ait un point de contact à Sligo et puisse se débarrasser de ses affaires.
Il apparaît ensuite soudainement sur les caméras d'un café avec un cappuccino et un sandwich tout en prenant des notes sur des petits morceaux de papier sortis de ses poches, avant de finalement en jeter un ou la totalité à la poubelle, comme s'il changeait d'avis ou parce qu'il avait raturé quelques mots. Pourquoi semble-t-il aussi indécis? Il a fini dans tous les cas par quitter le café et prendre le bus à 14h40, direction Ross Point Beach, lieu qu'il avait vu la veille. Arrivé sur place, Peter se fait assez remarquer, notamment par sa tenue. Il s'agit d'un homme blanc, 50-60 ans, tout vêtu de noir, quasiment professionnellement, sur une plage publique. Il a le journal glissé sous le bras et ainsi tout le monde se souvient très bien de lui. Il n'est clairement pas un élément habituel du décor, ce qui continue de dresser le mystère. Des témoins s'en souviennent et disent qu'il se démarquait du décor habituel. Seul sur cette plage, le pantalon retroussé aux chevilles. Même à la fin de leur balade, ils le disent, il était toujours là. Par presque pressentiment, il s'arrête et le voit en train de contempler le soleil couchant, comme si cet homme était seul au monde. L'un des témoignages les plus marquants reste celui de ce couple qui revient d'un dîner en amoureux et entame une balade romantique sur la plage au coucher du soleil. Ils y croisent cet homme tout vêtu de noir, le pantalon retroussé aux chevilles. Cela n'aurait rien de bizarre s'il n'était pas entre 10h et 23h ce soir-là. Il y a passé toute l'après-midi. Ils engagent donc la discussion avec Peter, qui est peu bavard. La discussion se termine assez vite, ils finissent donc par s'éclipser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet homme est en train de vivre ses dernières heures. Le matin du mardi 16 juin 2009, vers 6h30, le jeune Brian Cancelo s'entraîne intensément sur la plage pour un triathlon. Il est suivi de son père qui joue le coach sportif aux alentours de Ross Point Beach. Mais la matinée va prendre une toute autre tournure. Alors que l'aube éclaire progressivement le brouillard de la plage et ses environs, ils aperçoivent comme un mannequin dans le sable. Évidemment, ils s'en approchent et la tension finit par monter. Il s'agit bien d'un homme, les cheveux grisonnants. Sur le sol, ils découvrent Peter. Face contre le sable, sans trace de violence ni de lutte apparente. Je sais que vous pensez comme moi à la théorie de la noyade, mais je vous garde la conclusion pour un petit peu plus tard. Brian et son père sont toujours sous le choc, mais pour apporter du calme à la situation, ils effectuent une prière traditionnelle irlandaise avant d'appeler immédiatement les ambulanciers et la police. Peter est habillé sobrement d'un t-shirt navy blue, lui-même logé dans un sous-vêtement noir, sous lequel on retrouvera bien plus tard un maillot de bain rayé. Visiblement, il s'apprêtait à nager. Il ne porte pas de pantalon et toutes ses affaires sont soigneusement pliées et forment une pile. Une montre en quartz, une veste en cuir noir, un chino navy, une veste à manches longues noires, tout est retrouvé correctement rangé. On retrouvera également chaussures, chaussettes et ceintures, tous de la couleur noire, ce qui confirme la description d'origine de Peter, un homme classe dans une attitude sobre. En soi, nous avons un corps, c'est déjà ça. Faudrait-il trouver le moyen de l'identifier officiellement avec un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, un portefeuille, mais rien n'est trouvé. Il s'avère que Peter Bergman n'existe pas, tout comme l'adresse donnée à l'hôtel de Sligo City, tout est bidon. Il ne vient pas d'Irlande, pas d'Autriche, mais certainement pas d'Allemagne. Peter Bergman est un nobody, on ne sait pas qui il est, et c'est là que l'enquête commence. Avec en tête le sergent Terry McCannon, l'enquête révèle 13 allées et venues du dit Peter Bergman en ville, toujours accompagné de son sac violet à l'aller, mais jamais à son retour. Autrement dit, il partait toujours déposer quelque chose en ville, mais ne revenait avec rien, ce qui n'est clairement pas commun. Cela ne fait aucun doute maintenant. Il disposait peut-être d'un point de contact quelque part à Sligo qui facilitait ses allées et venues. Le sergent Terry McCannon, en charge de cette enquête, s'interroge même sur l'identité réelle du dit Peter Bergman. Est-il un espion en fuite ? Pourquoi avoir à ce point une attitude méthodique? Il s'avère en effet que Peter Bergman évitait les caméras et qu'il en restait dans l'angle mort. Il a été impossible, après enquête, d'accéder à ne serait-ce qu'un seul déchet de son séjour à Sligo City. Aucune autre atturée, aucun contenu de ces sacs violets qui disparaissaient à son retour à l'hôtel, et certainement pas ce dernier sac, qui a lui aussi disparu sur les derniers extraits des caméras de surveillance. Peter Bergman est un véritable fantôme, mais jusqu'où va cet aspect méthodique? Il s'avère en effet qu'après le décès, une autopsie est effectuée. Sur celle-ci, on se rend compte rapidement que toutes les étiquettes de ses vêtements ont été sectionnées. Bizarre, trop méthodique, trop suspect. Mais d'ailleurs, de quoi est-il mort? Pas de traces de violence, pas de traces de lutte, pas de fuite dans les poumons, pas d'eau. Les examens menés par le Dr Clive Kilgallen écartent totalement la piste de la noyade ainsi que celle de l'agression sur la plage. Mais ils révèlent une toute autre vérité. Il était atteint d'un cancer avancé de la prostate.
Un cancer tellement avancé qu'il avait atteint ses poumons mais aussi ses os. Il ne lui restait tout au plus que quelques semaines à vivre. Pourtant, on ne vient à retrouver aucun signe de traitement dans son organisme, aucun médicament, ce qui n'est clairement pas commun pour un stade de cancer aussi avancé. Et là, on peut tout simplement se dire que Peter Bergman, ou qui soit-il, avait fait ce simple choix de laisser gagner le cancer et de se laisser partir au soleil couchant. Eh bien non, ce n'est pas le cancer qui a gagné, il est simplement mort d'une crise cardiaque. Le Mr Peter Bergman a retourné Internet en 2009 et reste encore très flou à l'heure actuelle. Tout le monde continue de se battre pour formuler ses propres théories. Dans tous les cas, il s'agissait d'un homme méthodique. Des allers-retours à l'hôtel avec un sac violet toujours plein, mais vide à son retour. Un comportement suspect, un homme qui évite les caméras de surveillance et ne laisse aucune trace derrière lui. Un homme parfois pris sur le fait lorsqu'il a été surpris dans sa chambre d'hôtel et semblait soulagé de voir un visage familier. Un homme secret, une fausse identité, une fausse adresse, aucun papier et des vêtements dont les étiquettes ont été soigneusement découpées. Évidemment, en dehors de la piste de l'espion en fuite assez funky, je sais que comme moi, vous y avez pensé. Ces théories simples sur le fait que cet homme aurait fait le choix très personnel d'en finir avec la vie lui-même, dans l'anonymat le plus total, de laisser son cancer gagner sans traitement sur une plage au soleil couchant. Et vous avez peut-être raison, car au final, ce sont aujourd'hui les théories, les éléments les plus solides que nous avons. Cependant, je trouve encore que de nombreuses zones d'ombre subsistent. Avec qui était-il en correspondance? Écrivait-il ses lettres d'adieu au moment de son départ? Pourquoi ces allées et venues dans le centre-ville de Sligo avec du contenu, mais jamais de retour de celui-ci à l'hôtel? Qu'en est-il de ce sac noir constamment disparu? Et pourquoi avoir choisi de ne parler à personne, de cacher son identité et surtout de ne jamais prendre de traitement? Tant de questions qui restent au final sans réponse. Qu'il soit réellement un espion traqué, un homme en fin de vie, que cela soit un choix personnel d'en finir ou un simple hasard, nous n'aurons je pense jamais le mot de la fin sur l'histoire de Peter Bergman ou qui soit-il, car il l'a voulu ainsi. L'histoire de Peter relance un débat intéressant sur le droit à la disparition. Est-il possible encore aujourd'hui dans cette société de disparaître volontairement et de pouvoir l'assumer jusqu'au bout? Dans une société qui nous stigmatise parfois, nous oblige à être ultra connectés, à rendre des comptes. Au final, l'histoire que je vous ai présentée, c'est peut-être simplement l'histoire d'un homme qui a voulu arrêter là et se laisser aller dans la maladie, tout en profitant de derniers moments au soleil couchant avec le souvenir des derniers passants qui l'ont vu ce soir-là. L'homme qui disait s'appeler Peter Bergman repose désormais au cimetière de Sligo en Irlande dans une tombe anonyme. Une sépulture d'ailleurs intégralement payée par le système de santé irlandais. Le système de santé irlandais interdit d'ailleurs l'exhumation sans motif. Alors à moins qu'un membre de la famille se manifeste un jour, ce dossier restera clos, mais néanmoins ouvert aux théories les plus farfelues d'Internet. Espérons qu'un jour nous aurons des nouvelles, peut-être de ces mystérieux envois postaux, à moins que les destinataires aient fait eux aussi le choix de le laisser reposer en paix. Sur ce, j'espère que cette vidéo d'enquête plus légère que les précédentes vous a plu, avec tous les paradoxes qu'elle représente. Peter Bergman est un homme qui n'a techniquement pas existé, mais qui avec ce souhait d'anonymat est devenu l'anonyme le plus célèbre d'Internet. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? N'hésitez pas à me glisser vos meilleures théories dans les commentaires. À nouveau, abonnez-vous, partagez la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.